Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour les aventures de James et la grosse pêche. Lors de la dernière vidéo, je m'étais arrêté au chapitre 15, et donc là, je reprends à partir du chapitre 16. Logique. C'est parti. La pêche avait quitté le jardin pour toujours. Dégringolant la pente abrupte de la colline, elle roula, plus vite, de plus en plus vite. Et la foule qui se dirigeait vers le sommet vit soudain le monstre sphérique qui fonçait sur elle. Les gens poussèrent des cris de terreur et se sauvèrent à toutes jambes à l'approche du désastre. Arrivé au pied de la colline, la pêche traversa la chaussée, renversa un poteau télégraphique et écrabouilla deux automobiles en stationnement. Puis elle s'élança follement à travers une vingtaine de champs, rompant les cloisons, écrasant les haies dans sa course. Elle dispersa un troupeau de belles vaches normandes, terrorisa les moutons, sema la panique dans un haras plein de chevaux, puis dans une cour bondée de cochons. Bientôt, toute la campagne résonnait des cris et des piétinements affolés de toutes ces bêtes qui fuyaient à la débandade. Et la pêche avançait toujours à un rythme infernal, ne songeant pas à ralentir. Elle arriva enfin à un village. Dans la grande rue, les gens, ahuris, ne savaient où se mettre pour ne pas se faire écraser. Au bout de la rue, la pêche traversa impitoyablement un énorme bâtiment, en laissant deux trous béants dans les murs. C'était une fameuse fabrique de confiserie. Aussitôt, un torrent de chocolat fondu, tout chaud, encore, jaillit par les brèches. Au bout d'une minute, la masse onctueuse et brune avait envahi toutes les rues du village, les maisons, les boutiques et les jardins. Les enfants se promenaient dans des flots de chocolat fondu qui leur arrivaient jusqu'aux genoux. Quelques-uns essayèrent même d'y nager, sans oublier d'en avaler d'énormes gorgées. La bouche pleine, la figure barbouillée, ils hurlaient de joie. Mais la pêche était loin déjà. À la- Pardon. À la même vitesse infernale, elle sillonnait la campagne, laissant derrière elle d'ineffables ravages. Les troupeaux, les étables, les fermes, les habitations, les écuries, tout ce qu'elle rencontrait sur son chemin, elle le renversa comme un jeu de quilles. Un paisible vieillard, qui pêchait le goujon au bord d'un fleuve, perdit sa canne à pêche à son passage, et une femme nommée Daisy Entwistle y laissa la peau de son nez, tant la pêche la rasa de près. S'arrêterait-elle jamais? Pourquoi donc s'arrêterait-elle? Ce qui est rond est fait pour rouler tant qu'il se trouve sur une pente. C'est normal pour rouler jusqu'à l'océan. Ce même océan que, la veille encore, James avait tant souhaité revoir de près et dont les vilaines tantes lui avaient refusé l'accès. Peut-être le verrait-il maintenant. La pêche en approchait un peu plus à chaque seconde. Oui, la mer était de plus en plus proche, ainsi que les grandes falaises blanches qui la précédaient. Ces falaises sont les plus hautes et les plus célèbres de toute l'Angleterre. À leurs pieds, la mer est profonde, glaciale, affamée. Des centaines de bateaux furent engloutis à cet endroit, avec tout leur équipage, avec tous leurs passagers. Et la pêche n'était qu'à une centaine de mètres de cette falaise, à une cinquantaine de mètres, à 20 mètres, à 10 mètres, à 5. Et, ayant atteint le rebord, elle fut projetée en l'air, puis suspendue pendant quelques secondes, tournant toujours comme une planète. Puis commença la chute. Plus bas, encore plus bas, encore, encore, encore. Et plouf! Elle heurta la surface de l'eau dans un formidable éclaboussement, puis elle coula comme une pierre. Mais au bout de quelques secondes, elle remonta pour demeurer à la surface, paisible et victorieuse, en se balançant sur les flots. Chapitre 17. À ce moment, le chaos régnait à l'intérieur de la pêche. Meurtri et couvert de bosses, James Henry Trotter gisait sur le sol de la chambre, au milieu d'un inextricable fouillis de mille pattes, de vers de terre, d'araignées, de coccinelles, de vers luisants et de grillons. Oh, la terrible aventure! Pourtant, tout avait commencé par des rires et des chansons, et nul n'avait songé au danger imminent. Au premier boum, le mille-pattes avait déclaré. C'était Tante Éponge. Au second, il avait constaté. C'était Tante Piquette. Et ce fut un éclat de joie générale.
Mais dès que la pêche eut quitté le jardin pour descendre la côte avec des sauts périlleux et des bonds furieux, l'aventure tourna au cauchemar. James se sentit projeté, tantôt au plafond, tantôt au plancher, puis vers les murs, puis encore au plafond, tandis que ses compagnons farfelus voletaient dans tous les sens, ainsi que les meubles, sans parler des 42 bottines du mille pattes. Tout ce que contenait la pêche était secoué comme des pois dans un tamis, secoué sans pitié par un géant fou aux forces inépuisables. Et pour comble de malheur, la lanterne du ver luisant ne fonctionnait pas. Dans la pièce, il faisait noir comme dans un four. Il y eut des cris, des pleurs et des plaintes. Une fois James crut s'accrocher à une paire de poutres, puis il s'aperçut que c'était une des nombreuses paires de pattes du mille-pattes. Lâche-moi, idiot! Hurla en gigotant le mille-pattes, et James fit une nouvelle embardée pour se retrouver sur les genoux podagres du vieux grillon des champs. 2 fois de suite, il devait s'embrouiller dans les pattes de mademoiselle l'araignée. L'horrible affaire. Et à la fin, le pauvre ver de terre, tout fendillé par ses nombreux déplacements involontaires, s'enroula dans sa détresse autour de James, refusant obstinément de se dérouler. Oh, le singulier et terrible voyage! Mais à présent, c'était fini. La chambre avait retrouvé l'ordre et le calme. Tout le monde était occupé à identifier ses membres, à défaire ses nœuds. Lumière, s'il vous plaît, cria le mille-pattes. Lumière, crièrent les autres en chœur. Un peu de lumière, s'il vous plaît. Si je pouvais, répondit le pauvre ver luisant. Je fais ce que je peux, croyez-moi. Un peu de patience, s'il vous plaît. Et tout le monde attendit en silence. Enfin, une faible lueur verdâtre se mit à auréoler la queue du ver luisant, et, petit à petit, cette lueur devint de plus en plus éclatante. Ah, le beau voyage, dit le mille-pattes en boitillant de long en large, de long en large. Pourquoi je fais la lise? Je ne serai plus jamais comme avant, murmura le ver de terre. Moi non plus, dit la coccinelle. J'ai l'impression d'avoir beaucoup vieilli. Voyons, mes chers amis, s'écria le vieux grillon des champs, avec un sourire quelque peu forcé, puisque nous sommes arrivés maintenant. Arrivés où? Demandèrent les autres. Où sommes-nous? Je n'en sais rien, dit le vieux grillon des champs, mais je suis sûr que c'est un bon coin. Nous sommes peut-être au fond d'une mine de charbon, dit d'une voix sombre le ver de terre. Nous avons fait une descente brusque. J'en ai eu mal au cœur. Je ne me sens toujours pas bien. Peut-être sommes-nous dans un pays merveilleux, plein de musique et de chansons, dit le vieux grillon des champs. Ou au bord de la mer, dit avec passion le petit James, sur une belle plage de sable pleine d'enfants qui s'amusent. Pardonnez-moi, murmura la corsidelle en pâlissant un peu. Mais me tromperais-je? On dirait que nous nous balançons. Nous nous balançons, crièrent les autres. Que vous voulez dire par là? Que voulez-vous dire par là? Vous êtes encore tout étourdi par le voyage, dit le vieux grillon des champs. Ça passera. Est-ce que tout le monde est prêt? Nous allons monter en haut pour inspecter les lieux. Oui, oui, allons-y, allons-y. Pas question que je sorte pieds nus, déclara le mille-pattes. Il faut d'abord que je mette mes bottines. Ah non, protesta le ver de terre. Il ne faut pas lui passer tous ses caprices. Nous allons tous lui donner un coup de main, proposa gentiment la coccinelle. Ça ira vite. Et tous se mirent au travail. Tous, à l'exception de l'araignée, occupés à filer une longue échelle de corde allant du sol au plafond. Le vieux Rion des Champs avait suggéré, avec beaucoup de sagesse, qu'il serait imprudent de passer par la sortie latérale tant qu'il ne savait pas encore où il se trouvait. Mieux valait monter directement au sommet de la pêche. Ainsi, au bout d'une demi-heure, lorsque l'échelle de corde fut prête et la 42e bottine de mille pattes correctement lacée, c'était le moment de sortir. Alors, en poussant des cris comme voyons cette étape promise, mes enfants. Comme c'est passionnant. Ils grimpèrent un à un l'échelle pour disparaître dans l'obscurité suintante du tunnel qui montait à pic, presque verticalement. 1 minute plus tard, tout le monde était debout au sommet de la pêche. Rassemblés autour de la tige, ils se frottèrent tous les yeux. J'ai oublié de mentionner que j'étais passé au chapitre 18. 1 minute plus tard, tout le monde était debout au sommet de la pêche. Rassemblés autour de la tige, ils se frottèrent tous les yeux. Que s'est-il passé? Où sommes-nous? Ce n'est pas possible. C'est incroyable. C'est effrayant. Je vous l'ai bien dit, j'ai senti des secousses, dit la coccinelle. Nous sommes en pleine mer, cria James. Et c'était vrai. Les courants et le vent s'étaient associés pour emporter la pêche si vite que, déjà, on ne voyait plus la terre. Tout autour d'eux, rien que de l'eau, l'immense océan sombre et affamé.
De petites vagues clapotaient contre les flancs de la pêche. Est-ce possible? Crièrent-ils. Où sont les champs? Où sont les forêts? Où est l'Angleterre? Personne, pas même le petit James, ne comprenait comment la chose avait pu se produire. Mesdames, messieurs, dit le vieux Rion des Champs, en s'efforçant de dissimuler combien il était inquiet, je crains bien que nous nous trouvions dans une situation délicate. Délicate? S'écria le ver de terre. Mon pauvre ami, nous sommes finis, nous allons tous périr. Tout aveugle que je suis, je vois clair à ma façon. Vite, déchaussez-moi, hurla le mille-pattes. Je ne peux pas nager avec mes bottines. Et moi, je ne sais pas nager du tout, cria la coccinelle. Moi non plus, se lamenta le ver luisant. Moi non plus, dit mademoiselle l'araignée. Mais personne n'a besoin de savoir nager, dit James avec calme, puisque nous flottons. Tôt ou tard, un bateau passera et nous sauvera. Tous le regardèrent fascinés. Es-tu bien sûr que nous ne coulerons pas? Demanda la coccinelle. Tout à fait sûr, répondit James. Voyez vous-même. Et tout le monde courut vers le rebord pour scruter l'eau qui entourait la pêche. Le petit a raison, dit le vieux Grillon des Champs. Nous flottons. Il ne nous reste qu'à nous asseoir et à nous tenir tranquilles. Et tout finira par s'arranger. Insensé, cria le ver de terre. Rien ne finit jamais par s'arranger, vous le savez très bien. Pauvre ver de terre, glissa la coccinelle à l'oreille de James. Il a le goût du désastre. Il a horreur d'être heureux. Il n'est heureux que quand il est malheureux. N'est-ce pas bizarre? Mais je suppose que le seul fait d'être un ver de terre peut assombrir toute une existence. Qu'en penses-tu? Bon, dit le ver de terre, si cette pêche ne coule pas, et si nous ne mourrons pas tous noyés, nous finirons tous par mourir de faim. C'est inévitable. Auriez-vous oublié que nous n'avons rien mangé depuis hier matin? Il a raison, pardi, cria le mille-pattes. Pour une fois, notre ver de terre a raison. Bien sûr que j'ai raison, dit le ver de terre. Comment voulez-vous trouver de la nourriture par ici? Nous allons maigrir, maigrir, maigrir. La soif nous desséchera et nous mourrons de faim, d'une mort lente et terrible. Je me sens déjà mourir. Je dépéris lentement, faute de nourriture. J'aimerais encore mieux me noyer. Mais bonté divine, serais-tu aveugle? S'écria James. Tu sais bien que je le suis, dit amèrement le ver de terre. Pas besoin de me le rappeler. Oh, pardon, mais j'ai voulu dire. Ne vois-tu pas que... Voir? S'écria le pauvre ver de terre. Voir? Tu te moques de moi. James poussa un profond soupir. Donc, disons, ne réalises-tu pas que nous avons assez à manger, assez pour des semaines? Où donc faire les autres? Où donc? La pêche? Qu'en faites-vous? Notre bateau se mange. Diable, crièrent les autres, nous n'y aurions jamais pensé. Mon petit, dit le vieux Grillon des Champs, en posant affectueusement une patte sur l'épaule de James, je me demande ce que nous deviendrons sans toi. Tu es si intelligent. Mesdames et messieurs, nous voilà sauvés, une nouvelle fois. Je suis persuadé du contraire, dit le ver de terre. Vous avez des idées folles. Nous ne pourrons pas manger le bateau. Que deviendrons-nous sans lui? Nous allons mourir de faim si nous ne le mangeons pas, dit le mille-pattes. Et nous allons nous noyer si nous ne le mangeons, cria le ver de terre. Si nous le mangeons, cria le ver de terre. Oh, mon Dieu, dit le vieux Grillon des Champs. Tu vois plus mal que jamais. Ne pourrons-nous pas en manger un tout petit bout? Demanda mademoiselle l'araignée. J'ai une faim atroce. Mangez-en tant que vous voudrez, répondit James, puisque je vous dis qu'il y en a pour des semaines et des semaines. Bonté divine, il a encore raison, cria le vieux Grillon des Champs en battant des mains. Des semaines, bien sûr, mais ne trouons pas le pont, surtout. Je pense qu'il vaudra mieux entamer le tunnel, celui par où nous sommes montés. Excellente idée, dit la coccinelle. Pourquoi as-tu l'air si navré, cher ver de terre? Demanda le mille-pattes. Quel est ton problème? Mon problème? Dit le ver de terre. Mon problème? Eh bien, justement, mon problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Tout le monde éclata de rire. Courage, ver de terre. Et maintenant, à table. Tout le monde se précipita vers l'entrée du tunnel pour entamer la belle pêche, si dorée, si giteuse, si appétissante. Merveilleux, dit le mille-pattes, la bouche pleine. Délicieux, dit le vieux Grillon des Champs. Fabuleux, dit le ver luisant. Dieu, soupira la coccinelle. Quelle saveur! Elle sourit à James et James lui sourit. Ils s'assirent sur le pont en mastiquant joyeusement. Tu sais, James, dit la coccinelle, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais mangé autre chose que ces petits moucherons verts qui vivent sur les rosiers. Ils sont très savoureux, ces moucherons. Mais comparés à cette pêche, ils sont insipides.
N'est-ce pas prodigieux dit mademoiselle l'araignée, venue les rejoindre. J'ai toujours pensé qu'une grosse mouche à viande prise dans ma toile était le meilleur dîner du monde. Je l'ai pensé avant de goûter à ceci. Quel régal cria le mille-pattes. C'est vraiment étonnant, incomparable. Et je suis bien placé pour en juger. Les bons petits plats, ça me connaît. Et le mille-pattes, la bouche pleine, le menton ruisselant de jus de pêche, se mit à chanter à tue-tête. J'ai mangé bien des plats délicieux, des moustiques en gelée, des lobes d'oreilles au riz, des souris à la neige, c'était exquis, des rôtis de rat, aspergés de pipi. J'ai mangé des tas de croquettes de rotin, d'innombrables boulettes de hanneton, des œufs de serpent brouillés au gratin, des frelons cuits dans du goudron, de la bave d'escargot et des queues de lézard, des fourmis, des cafards par milliers. Dans du vinaigre, s'il vous plaît. J'adore les tailles de guêpes écrasées, à la vaseline et sur canapé, et les vertèbres de porc épic, le rôti de dragon un peu moisi, plat fort coûteux, fort apprécié, expédié par courrier supersonique. Et j'aime les tentacules d'Optopie, les petites saucisses à la réglisse, c'est chaud, c'est vivant et ça glisse. C'est arrosé de carburant, de super naturellement. Le jour de ma fête, je me fais servir des nouilles flambées au poil de caniche, bien parfumées à l'élixir, d'ongles coupés et de cils de biche, à avaler les yeux fermés. Enfin, il faut que je vous le dise, chacune de ces friandises est rare, onéreuse, onirique, mais je donnerai le tout pour un tout petit bout de cette pêche fantastique. Tout le monde était heureux et détendu. Le soleil brillait d'un éclat encourageant dans le ciel bleu, et la mer était calme. La pêche géante, baignée de lumière, glissait majestueusement sur l'eau, argentée comme une énorme boule d'or massif. J'aime bien les petites chansons du livre, elles sont sympas. Chapitre 19. Regardez, s'écria le mille-pattes vers la fin du repas. Regardez comme c'est drôle, cette mince barre noire qui glisse dans l'eau là-bas. Tout le monde tourna la tête. Tiens, il y en a deux, dit mademoiselle l'araignée. Il y en a des tas, dit la coccinelle. Qu'est-ce que c'est demanda le ver de terre avec inquiétude. Des poissons, sans doute, dit le vieux grillon des champs. Ils sont venus nous dire bonjour. Des requins, hurla le ver de terre. Ce sont des requins, j'en suis sûr. Ils sont venus pour nous dévorer. Baliverne, dit le mille-pattes, mais sa voix tremblait et il ne riait plus. Ce sont bien des requins, répéta le ver de terre. J'en ai la certitude. À présent, ils pensaient tous comme lui, mais c'était trop effrayé pour en convenir. Il y eut un bref silence, et tout le monde scruta anxieusement l'eau où les requins tournaient lentement autour de la pêche géante. Supposons que ce sont des requins, dit le mille-pattes. Nous ne risquons rien tant que nous restons perchés ici. Et avant même qu'il ait fini ces mots, un des longs poissons noirs fit soudain volte-face dans l'eau pour foncer sur la pêche. Aussitôt, il s'immobilisa en levant ses vilains petits yeux sur l'étrange équipage. Va-t'en, crièrent-ils. Va-t'en, sale bête. Lentement, péniblement, le requin ouvrit la gueule, assez spacieuse pour contenir une voiture d'enfants, et tira la langue. Tout le monde attendit le souffle coupé. Et maintenant, comme sur le signe d'un chef, tous les autres requins se ruèrent vers la pêche à coups de nageoires furibonds pour se grouper autour d'elle avant de passer à l'attaque. Ils étaient bien 20 ou 30, peut-être plus. Ils se bousculaient et barattaient l'eau avec leur queue. Au sommet de la pêche, c'était la panique. Nous sommes perdus, perdus, pleura mademoiselle l'araignée. Ils mangeront la pêche, et quand ils l'auront mangée, nous n'aurons plus de bateau, et ils s'acharneront sur nous. C'est juste, hurla la coccinelle. Nous sommes perdus. Oh, je ne veux pas qu'ils me mangent, gémit le ver de terre. Mais c'est moi qui mangeront le premier, parce que je suis si gros et si juteux, et que je n'ai pas d'os. Y a-t-il vraiment rien à faire demanda la coccinelle à James. Tu as peut-être une idée. Et tous les regards se tournèrent vers James. Cherche, supplia mademoiselle l'araignée. Cherche bien, mon petit James. Sauve-nous, dit le mille-pattes. Sauve-nous, James. Il doit, bi- il doit y avoir un moyen d'en sortir. Les regards restèrent fixés sur James, pathétique, plein d'angoisse et d'espoir. Je crois qu'il y a un moyen, dit lentement James. Henry Trotter. Je ne peux pas encore vous dire s'il est efficace. Dis-le, cria le ver de terre. Dis-le vite. Nous ferons tout ce que tu voudras, dit le mille-pattes. Vite, vite. Taisez-vous et laissez-le parler, dit la coccinelle. Vas-y, James. Ils se turent et firent cercle autour de lui.
et tout en attendant en silence, ils entendaient les requins qui battaient l'eau. Cela seul suffisait pour leur donner la chair de poule. Voyons, James, parle, dit la Persidelle. Je, je crains que ce ne soit une mauvaise idée, murmura James en secouant la tête. Je suis désolé, mais nous n'avons pas de ficelle. Il nous en faudrait plus de 100 mètres pour faire ce que je pense. Quelle sorte de ficelle demanda vivement le vieux grillon des champs. N'importe laquelle, mais il faudrait beaucoup de ficelles, très solides. Mais, mon cher enfant, si ce n'est que cela, nous en avons tant que tu voudras. Comment? Le ver à soie, s'écria le vieux grillon des champs. N'y as-tu pas pensé? Il est toujours en bas, il ne se déplace jamais. Il est couché toute la journée et il dort. Mais rien ne nous empêche de le réveiller et de le faire travailler. Et moi, dit mademoiselle l'araignée, mon travail ne vaut-il pas celui d'un ver à soie? Je suis une fileuse modèle. Pouvez-vous en produire assez à vous deux? Demanda James. Autant que tu voudras. Rapidement? Bien sûr, bien sûr. Et sera-t-il solide, ce fil? Plus solide que tout, aussi gros que ton doigt. Mais pourquoi faire? Il faut sortir de la pêche de l'eau, dit James. Tu es fou, cria le ver de terre. C'est notre seule chance. Ce garçon est complètement fou. Il se moque de nous. Continue, James, dit doucement la corsidelle. Comment vas-tu faire? L'accrocher au nuage, je suppose, railla le mille-pattes. Les mouettes, dit calmement James. Il y en a des tas, regardez. Ils levèrent les yeux et virent de grands vols de mouettes qui tournoyaient dans le ciel. Je prendrai un long fil de soie, poursuivit James, et je nouerai un bout autour du cou d'une mouette. Quant à l'autre bout, je l'attacherai à la tige de la pêche. Il désigna du doigt la tige qui se dressait au milieu de la pêche, comme un gros bout de mât sur le pont d'un vaisseau. Puis j'attraperai une autre mouette, et je procéderai de la même façon. Puis une autre encore, et ainsi de suite. Ridicule, cria-t-il. Absurde. Folie. Baliverne. Et le vieux grillon des champs remarqua. Comment ces quelques petites mouettes peuvent-elles soulever cette énorme boule, y compris nous tous? Il nous faudrait des centaines, des milliers de mouettes. Ce ne sont pas les mouettes qui manquent, répondit James. Il nous en faudra à peu près 400, ou 500, ou 600. Peut-être 1000, je ne sais pas. Je n'aurai qu'à les relier à la tige les unes après les autres, jusqu'à ce qu'elles soient assez nombreuses pour nous soulever. À la fin, elles y arriveront. C'est comme les ballons. Si vous donnez des tas de ballons à quelqu'un, et des tas, vraiment, il finit par s'envoler. Et une mouette, c'est bien plus costaud qu'un ballon. Pourvu que ces horribles requins nous laissent le temps d'aller jusqu'au bout. Aurais-tu perdu la tête, dit le ver de terre? Comment veux-tu attacher un bout de ficelle au cou d'une mouette? Vas-tu monter en l'air toi-même pour les attraper? Ça y est, je commence à bafouiller. Complètement cinglé, ce garçon, dit le mille-pattes. Laissez-le parler, dit la coccinelle. Continue, James. Comment vas-tu faire? Il faut les appâter. Les appâter? Avec quoi? Avec un ver, bien sûr. Les mouettes aiment beaucoup les vers, c'est bien connu. Et par bonheur, nous en avons un parmi nous. Le plus gros, le plus gras, le plus rose, le plus juteux de tous les vers du monde. Trêve de plaisanterie, dit le ver de terre. Ça suffit. Continue, firent les autres avec un intérêt croissant. Continue. D'ailleurs, les mouettes l'ont déjà repéré, poursuivit James. Ça explique pourquoi elles sont de plus en plus nombreuses à tournoyer au-dessus de nous. Mais elles ne se poseront jamais si nous restons tous dehors. C'est pourquoi. Assez, cria le ver de terre. Assez, assez, assez. Je ne marche pas. Je proteste. Je, je, je. Du calme, dit le mille-pattes. N'as-tu pas honte de ne penser qu'à toi? Je pense à ce qui me plaît. Mon cher ver de terre, de toute manière, tu seras mangé. Alors être dévoré par des mouettes ou par des requins, quelle différence? Je ne marche pas. Si nous écoutions plutôt la suite, dit le vieux grillon des champs. Je me moque de la suite, cria le ver de terre. Je ne me laisserai pas becqueter par une bande de mouettes. Tu seras un martyr, dit le mille-pattes. Je te respecterai jusqu'à la fin de ma vie. Moi aussi je te respecterai, dit mademoiselle l'araignée. Et tu auras ton nom dans tous les journaux. Un ver de terre se sacrifie pour sauver ses amis. Mais il n'aura pas besoin de se sacrifier, intervint James. Écoutez-moi bien, voici ce que nous allons faire. Chapitre 21. Mais c'est absolument prodigieux, cria le vieux grillon des champs, lorsque James eut fini d'exposer son plan. Ce garçon est un génie, proclama le mille-pattes, et ça me permettra de garder toutes mes bottines. Elles me picoreront à mort, se lamenta le ver de terre. Mais non, voyons. Mais si, je le sais, et je ne les verrai même pas foncer sur moi puisque je n'ai pas d'yeux. James s'approcha du ver de terre et lui posa doucement la main sur l'épaule. Je te protégerai, dit-il, c'est promis, mais nous n'avons plus de temps à perdre.
Voyez là-bas, une foule considérable de requins se pressait autour de la pêche. L'eau en bouillonnait. Ils étaient bien 90 ou 100. Et les voyageurs, rassemblés au sommet de la pêche, avaient l'obscur sentiment de couler déjà. Au travail, ordonna James, et en vitesse. Puis une minute à perdre. À présent, c'était lui le capitaine, et personne ne l'ignorait. Les autres lui obéiraient au doigt et à l'œil. Que tout le monde descende, à l'exception du ver de terre, commanda James. Oui, oui, répondirent les compagnons en s'engouffrant dans le tunnel. Dépêchons-nous. Et toi, Mille-Pattes, cria James, qu'est-ce que tu attends pour déclencher le ver à soie? Et dis-lui de travailler comme il n'a jamais travaillé de sa vie. C'est une question de vie ou de mort. Et cela s'adresse aussi à vous, mademoiselle l'araignée. Vite, au travail. Et je vais m'arrêter aussi ici. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. La prochaine fois, je continuerai à partir du chapitre 22. Ça fait longtemps que j'avais pas